bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau panel qui est filmé, comme vous le savez, et diffusé sur la chaîne YouTube des Journées de l'économie, diffusé aussi en grande partie sur RFI, sur Radio France Internationale, dans l'émission que je présente chaque semaine, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, c'est tous les samedis sur RFI. Vous pouvez trouver ça sur Internet très facilement. Ça tombe bien, c'est un sujet d'actualité et purement international que nous allons traiter ensemble avec nos intervenants à la lisière de l'économie, de la finance et de la géopolitique. Ce panel intitulé « L'arme méconnue des paiements internationaux ». Voilà qui est intriguant. Alors, l'arme des paiements internationaux, on va voir en effet comment les systèmes de paiement comme SWIFT, comme le dollar, qui jusque-là est hégémoniques, sont aujourd'hui concurrencés par d'autres dispositifs, d'autres moyens de paiement complètement dématérialisés en général, avec une montée en puissance d'acteurs qui ne sont pas des banques. Et tout cela sur fond de tensions géopolitiques entre les grandes puissances qui n'auront échappé à personne, je crois, ces derniers mois. On va parler de tokenisation, de stablecoins, de monnaie numérique de banque centrale, et bien sûr de technologie, d'intelligence artificielle omniprésente. N'ayez pas peur, on va tout vous expliquer et on a d'excellents pédagogues pour cela avec nous. Vous avez peut-être déjà suivi depuis le début de la journée 2 autres tables rondes qui sont un peu liées à ce dont on va parler dans les minutes qui viennent. Une table ronde ce matin sur les crypto-actifs. Est-ce la monnaie du futur? Et puis une autre table ronde sur Donald Trump, comment le président américain dérègle la concurrence et la finance. Vous retrouvez ça également sur la chaîne YouTube des Journées de l'économie. Au passage, et comme ce sujet va vous passionner, vous allez pouvoir poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit par SMS. Évidemment non surtaxé, ce serait quand même un comble, à ce numéro qui s'affiche 07 67 67 98 41. Je relayerai d'ailleurs aussi vite que possible ces questions à nos intervenants que je présente sans plus attendre. Je salue d'abord Agnès Benassi-Kéré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sous-gouverneur de la Banque de France, vous avez été la chef économiste de la Direction générale du Trésor et puis beaucoup de travaux de recherche, d'enseignement dans les plus grandes universités, dans les plus grandes écoles. Bonjour également à Marianne Demarchi. Vous êtes la directrice générale pour l'Europe, pour le Moyen-Orient et pour l'Afrique du réseau SWIFT. Vous allez nous expliquer de ce dont il s'agit, un parcours dans la banque, dans les fintech et dans les marchés de capitaux chez Euronext. C'est bien cela. Et bonjour enfin pas encore bonjour enfin, puisqu'on a encore un quatrième intervenant. Bonjour à Isabelle Matteo-Silago, chef économiste du groupe BNP Paribas. Avant cela, dans votre carrière, des passages notamment à l'Inspection générale des finances et au Fonds monétaire international. Et puis celui donc qui a conçu cette session, qui a fait une bonne partie de sa carrière à la Banque de France et qui aujourd'hui enseigne dans les plus grandes écoles de commerce et à Sciences Po. Bonjour Marc-Olivier Strauss-Kahn. Bonjour. Vous allez nous expliquer, pour commencer, le contexte, nous donner quelques mises en perspective et puis nous expliquer comment va se dérouler cette discussion. Marc-Olivier, la monnaie, c'est le pouvoir. Alors, effectivement, je vais démarrer par 2 concepts clés. Celle de monnaie, qui est à la fois un instrument et un symbole de pouvoir, et qui va permettre d'avoir une souveraineté monétaire. Elle va être définie à titre interne, externe, sur une zone déterminée, mais qui a aussi un potentiel international. Et puis la deuxième notion, c'est la mondialisation, qui amène par les échanges, qu'ils soient réels ou financiers, à des paiements sans frontières, avec une centralité, tu as parlé Bruno d'hégémonie, je préfère le mot de centralité du dollar, même depuis le passage au change flottant en 1973. Mais il y a 3 facteurs de mutation importants sur lesquels on va revenir. D'une part, la fragmentation, ensuite la numérisation et enfin l'impact des politiques économiques de l'administration Trump, mise, comme dans l'autre panel ici,
sous le sigle de Trump 2.0. Alors, je vais Trumponomics. Voilà, les Trumponomics. Et je démarre par un rappel de définition en rafale. Ne m'en veuillez pas, mais il faut absolument bien définir les termes. Et le premier, c'est la monnaie. Qu'est-ce que c'est la monnaie? C'est un instrument qui est officialisé, reconnu dans une communauté pour mesurer, pour échanger et pour conserver de la valeur. Elle a donc 3 fonctions et elle doit avoir ces 3 fonctions. Alors on distingue parfois la monnaie centrale ou fiduciaire parce qu'on lui fait confiance, fiduciaire en latin, qui sont les billets et les pièces émises par ce qu'on appelle le souverain, l'État, qui a donné cette fonction souvent à la Banque centrale, toujours d'ailleurs maintenant, et puis la monnaie commerciale ou encore scripturale, constituée par les dépôts bancaires et qui sont créés par des institutions financières qui sont contrôlées, c'est-à-dire régulées et supervisées. Et puis on doit distinguer ce que sont les moyens de paiement, et les moyens de paiement, ce sont les dispositifs, les supports qui permettent de transférer la monnaie existante ou pas, et de régler la transaction. Alors dans le cas du billet, elle le fait simultanément. Dans le cas de la carte de crédit, ça peut prendre un peu plus de temps. Et là, 2 caveats à signaler tout de suite. Le premier, la quantité de billets en stock détenus, et au niveau mondial comme dans la zone euro, continue à augmenter, et d'ailleurs augmente à chaque moment qu'il y a des crises, parce que c'est perçu comme la liquidité ultime, ce qu'on peut utiliser en cas de crise, justement. En revanche, en termes de transactions, il y a une décroissance des transactions en monnaie fiduciaire qui s'accélère avec les cartes sans contact, etc., et qui peut poser, on en parlera, un problème de contrôle monétaire pour la Banque centrale. Deuxièmement, un point qui a été évoqué ce matin et sur lequel on va revenir, les transferts internationaux, y compris vos données, sont, et je me permets d'utiliser le terme trustés, par 2 grandes sociétés américaines que sont Visa et Mastercard qui font l'essentiel, mais il y a aussi PayPal, Apple, etc. Et c'est un enjeu pour l'Europe, on y répondra. Après, il y a les systèmes de paiement, et les systèmes de paiement sont souvent méconnus, encore plus, c'est l'infrastructure technique et réglementaire qui traite, qui compense et qui finalise les paiements entre ces institutions financières. On parle de target, par exemple pour la zone euro, et plus généralement de la messagerie internationale SWIFT qu'on évoquera. Alors, ces notions sont perturbées par une disruption numérique qui oblige à illustrer 5 notions. Et là, ce ne sont pas des définitions, c'est juste des illustrations que je vais faire. Pas possible d'avoir des définitions dans le temps réduit qu'on a. D'abord, la blockchain. Qu'est-ce que c'est? C'est comme un grand livre comptable, ouvert, public, décentralisé, mais inaliénable, parce qu'il inclut tout l'historique des opérations précédentes. Quand vous passez un billet à quelqu'un d'autre, le règlement se fait immédiatement. Lorsque vous faites ça de façon numérisée, il faut s'assurer que l'actif était bien possédé par la personne initiale, parce qu'il y a eu les opérations précédentes. Qu'est-ce qu'on va appeler jetoniser un actif, qui peut être un titre, qui peut être un dépôt? On dit parfois tokeniser en anglais. C'est numériser les droits qui sont attachés à cet actif et qui vont lui permettre d'être transférés numériquement. Après, il y a les cryptoactifs. Et on va en distinguer 2 catégories. Les cryptoactifs qu'on appelle natifs, le Bitcoin est le plus connu, 50% est le plus capitalisé. Il est émis par le secteur privé, mais non identifié. On ne sait pas qui est le mineur qui a imprimé le Bitcoin. Il a une valeur qui n'est pas stable, on en reparlera peut-être, et il n'est pas, on dit en français y compris, scalable, c'est-à-dire extensible, puisqu'il faut remonter toutes les opérations et que ça peut être très coûteux en énergie. Il n'a donc, en tout cas pour moi, ni les caractéristiques d'une monnaie, ni les caractéristiques d'un moyen de paiement. En revanche, ce qu'on appelle stablecoin, autodénommé stablecoin pour justement garantir ou assurer que la valeur peut être stable, c'est un actif virtuel aussi, mais qui est émis par un émetteur toujours privé, mais identifié. Et sa valeur est adossée, peut être convertie à parité, avec un autre actif.
Et le plus souvent, ça va être avec le dollar, 95% des cas actuellement. On peut à ce moment-là parler de jetons stables monétaires si on veut utiliser la formule française. Mais il y a quand même des risques. Alors je ne m'étendrai pas dessus, il peut y avoir des risques de banqueroute parce que les émetteurs n'ont pas nécessairement assez, s'ils ont des problèmes de liquidité à la Banque centrale. Et puis, si c'est un succès, ça peut aboutir, on en parlera, à une possible dollarisation d'autres économies lorsqu'on voit que l'essentiel de ces stablecoins sont émis en dollars ou convertibles en dollars. Et puis il y a enfin, pour y répondre, la monnaie numérique de banque centrale, qui est une sorte de billet numérique qui est émis par la Banque centrale, qui peut être converti à parité avec un billet et dont j'espère que l'exemple qu'on aura en Europe sera l'euro numérique avant 2030. Alors les trois impacts, de facteurs de mutation. Il n'y a pas qu'en Europe d'ailleurs, les Chinois veulent faire de même. Veulent faire de même, on l'évoquera. Maintenant, impact des facteurs de mutation, la fragmentation, qui n'empêche pas qu'il y a toujours une mondialisation, il n'y a pas de démondialisation, mais il y a une fragmentation à la fois financière et géopolitique, illustrée par exemple par les sanctions, y compris dans le système de messagerie SWIFT, et qui affectait la Russie, l'Iran, puis la Russie au moment de l'annexion de la Crimée, puis en 2022 de l'invasion de l'Ukraine, et qui peuvent créer une défiance chez ce qu'on appelle le Sud global, ou encore les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, élargie, c'est pour ça qu'on parle de BRICS+. Deuxième facteur de mutation, la numérisation, qui fait que les cryptoactifs que j'ai évoqués auparavant sont attirants, mais on l'a vu, ils peuvent être plus ou moins régulés, on en parlera, et donc ils peuvent rester, selon le degré de régulation, plus ou moins risqués. Enfin, les Trumponomics, là-dedans, de façon extrêmement synthétique, peuvent nuire paradoxalement à la centralité du dollar. On le voit d'ailleurs par le fait qu'il y a une moindre confiance dans le dollar, on en parle, on le voit par une dépréciation du dollar, même si ce n'est pas le seul critère. Et il y a un paradoxe qui est que si Trump réussit à réduire le déficit commercial américain, il va de ce fait réduire la quantité de dollars qui circulent dans le reste du monde et qui sont payés via les imports. Cela dit, il y a une parade qui vient justement des stablecoins en dollars qui, s'ils sont réussis et se diffusent beaucoup, sont une sorte de chevaux de Troie américains, où c'est des dollars masqués, si vous voulez, et qui sont, eux, investis dans la dette publique américaine, ce qui permet aux États-Unis, si ça fonctionne bien, c'est 300 milliards de dollars actuellement, on évoque 2 trillions d'ici 2030, de permettre aux Américains de continuer à bénéficier de ce qu'on appelle ce privilège exorbitant qui a été évoqué depuis longtemps. Quelles sont les réactions face à cela qu'il peut y avoir, et les trois intervenants vont en parler. D'abord, SWIFT, qui doit s'adapter aux nouvelles technologies et à la prolifération des systèmes et des plateformes. Il y a l'eurosystème autour de la Banque centrale européenne qui progresse sur l'euro numérique, alors qu'aux États-Unis, un dollar numérique a été bloqué, mais qui évolue aussi sur le besoin de stablecoins en euros. Et enfin, la réaction des banques qui doivent évaluer les cas d'usage. Est-ce qu'elles ont intérêt à plutôt faire des stablecoins ou à jetoniser les dépôts, c'est-à-dire numériser ces dépôts et s'assurer de leur interopérabilité, etc. Alors la structure du panel... Interopérabilité, comment est-ce qu'on peut traduire ça ? Le lien entre les différents réseaux permettant de... la compatibilité, on va dire. Et donc on aura les trois aspects de ce panel qui vont faire parler à chaque fois un leader et puis un échange a posteriori. D'abord sur où et comment, c'est-à-dire les systèmes de paiement, puis avec quoi, les moyens de paiement, et enfin par qui, les acteurs financiers avec nos trois experts. Et on n'oubliera pas non plus vos questions à poser donc par SMS à ce numéro de téléphone que je suis en train de rechercher. Vous l'avez. Et le temps que le numéro réapparaisse, j'en profite pour faire la publicité d'un numéro de la revue
d'économie financière qui va sortir d'ici la fin de l'année et qui traitera justement de ces sujets. Donc, on a un tableau général avec effectivement pas mal de pédagogie sur quelques termes et quelques notions grâce à vous, Marc-Olivier. Peut-être quelques réactions rapides, Agnès Benassi-Kéré, sur ce que vient de dire Marc-Olivier, sur effectivement cette multiplication des moyens de paiement, des dispositifs. Est-ce que c'est quelque chose de très nouveau ou est-ce que c'est quelque chose qui s'inscrit dans une plus longue durée? Alors merci. Je crois que Marc-Olivier a dit quelque chose au début extrêmement important, c'est la distinction entre la monnaie et le moyen de paiement. Quand vous faites vous payez avec une carte bancaire, la carte bancaire n'est pas une monnaie. La carte bancaire va donner l'ordre à votre banque d'aller chercher, d'aller puiser dans vos dépôts pour aller les transférer sur un autre dépôt. Donc c'est de la monnaie commerciale qui va aller sur une autre monnaie commerciale. C'est très important de faire cette distinction. Et on a l'habitude, quand on étudie le système monétaire international, en général, bon, vous savez que la monnaie remplit 3 fonctions, unité de compte, moyen d'échange et puis réserve de valeur. Et donc la monnaie internationale doit remplir ces 3 fonctions aussi. Et on a eu tendance dans les décennies passées à considérer que la fonction moyen de paiement n'était pas centrale de toute façon. Enfin si, elle est centrale au sens où le dollar est monnaie véhiculaire. Donc sur les marchés d'échange, qui sont des marchés très actifs, le dollar est central au sens où quand on veut échanger une monnaie I en une monnaie J, c'est souvent moins cher de passer par le dollar que d'aller directement. C'est pas très intuitif, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de liquidité avec le dollar. Du coup, ça baisse les coûts. Et même s'il faut le faire en 2 fois, c'est moins cher que de le faire direct. Et bon, donc c'est comme ça depuis très longtemps, et on on met ça de côté, et on s'intéresse surtout à la fonction réserve de valeur. Alors voilà, est-ce que les Européens vont émettre un actif sûr, ils vont réussir à avoir une dette fédérale de taille suffisante, de liquidité suffisante pour convaincre les marchés. On parle beaucoup de ça. Et ce qui est nouveau, c'est vraiment qu'il y a de l'action sur le sujet des paiements. Alors là, des gens comme moi sont un peu interloqués, parce que franchement, le système monétaire international, c'est quelque chose qui change rarement. Donc avoir une évolution du système monétaire international pour notre génération, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Ça n'arrive pas à toutes les générations. Je reviens à ma question. Vous dateriez ça à quand? Il y a cette évolution, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 2 ans? Alors, je ne sais pas comment on peut compter, mais disons, en 2020, il n'y avait quasiment pas de stablecoin. Et puis maintenant, il y a 350 milliards. Voilà, donc ça donne un peu l'échelle de temps, c'est assez rapide. Et donc voilà, je pense que la question qu'on doit se poser, mais j'y répondrai peut-être dans un deuxième temps, c'est est-ce que cette modification sur le domaine des paiements peut ébranler, modifier le système monétaire international tel que nous l'avons connu depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale? Isabelle, Mathéos, Ilago, réaction aussi et commentaires? Oui, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Agnès. D'ailleurs, parmi les campagnes de travaux sur le système monétaire international, une partie, on avait fait ça ensemble. Et donc, je confirme qu'effectivement, la partie paiement, c'était dans ces discussions le parent pauvre. Mais comme l'indiquait Benoît Cœuré dans une discussion précédente, le système de paiement, c'est un peu la plomberie. En temps normal, il n'y a aucun besoin de s'y intéresser, mais néanmoins, c'est extrêmement important. Voilà. Et là, d'un seul coup, c'est vrai que cette question du système de paiement international est venue sur le devant de la scène, à mon avis, liée à 2 points d'inflexion qui se tamponnent depuis la période très très récente. Moi, je mettrai le marqueur en 2022. Il y a une dimension technologique dont Agnès a parlé, effectivement l'éruption des stablecoins qui partaient de rien en 2020, qui ont vraiment commencé à croître de manière explosive en 2022, et puis la dimension géopolitique liée à la confiscation des actifs de la Banque centrale de Russie, au gel, au gel des avoirs de la Banque centrale russe, ainsi que d'autres mesures de sanctions en matière de paiement, etc., qui a été une première prise de conscience
qu'il y avait une dimension géopolitique au système de paiement. Ça a entraîné d'abord des efforts renforcés de la Chine de développer son système rival de SWIFT, CIPS, même si ça reste très très loin derrière. Et je dirais dans la période plus récente, avec d'un seul coup les Européens qui se posent des questions sur la fiabilité et la durabilité du fait que les États-Unis sont un allié indéfectible, et ça nous oblige à confronter la dimension de la souveraineté européenne et cette prise de conscience qu'on dépend en fait énormément d'infrastructures américaines. Donc je pense que c'est cette interaction des sujets géopolitiques et technologiques qui font que cette question est devenue très très intéressante. Un très bon résumé des enjeux en effet. On a entendu le mot SWIFT. Marianne Demarchi, je pense qu'il faut peut-être quand même expliquer un peu comment ça fonctionne. Ça nous amène directement à notre première grande thématique. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que c'est physiquement basé? Qui le fait fonctionner? Très bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et puis ravi d'être là. C'est mes premières journées économiques pour ma part. Donc je suis ravie d'être avec vous. SWIFT, c'est une entreprise européenne qui est basée en Belgique et qui est un acteur mondial dans les paiements internationaux. Donc on est vraiment le pont invisible qui relie les économies, les banques et les institutions financières et qui permet à des millions d'entreprises, de particuliers, d'institutions financières de pouvoir échanger des biens, donc sur le commerce qui soutient le commerce international, donc échanger des biens, investir dans des titres financiers ou autres et échanger, enfin payer dans plus de 200 pays. On est présent dans plus de 200 pays. Et personne ne vous connaît, mais vous êtes partout. Voilà, exactement. J'exagère un peu. Non, on est effectivement un système d'autoroute mondiale financière, donc on est un peu la plomberie, comme dirait Isabelle, mais qui est enfin moi je ne parle pas de plomberie, je parle de la colonne vertébrale plutôt du système financier international, parce que ça permet effectivement, on connecte de multiples acteurs pour soutenir l'économie mondiale. Donc SWIFT, c'est, comme je vous disais, présent dans 200 pays. Alors, comment on connecte? C'est grâce à un réseau de 11 500 institutions financières. Il y a 3 500 très grandes entreprises qui sont aussi directement sur notre réseau. Et donc ça, c'est assez inégalé. Il n'y a pas une seule entreprise dans le monde qui puisse avoir qui a aujourd'hui un réseau aussi important d'institutions financières qui permet de faire des paiements partout dans le monde et qui connecte elle-même plus de 4 milliards de comptes et on leur permet d'échanger en dollars et en euros, bien entendu, puisque c'est les deux grandes devises, mais dans 150 devises, on est complètement agnostique au niveau des devises. Mais je suis une grande entreprise quelque part dans le monde, je peux ne pas utiliser SWIFT ou est-ce que c'est finalement incontournable? Alors, après, ça dépend des montants que vous voulez échanger. Si vous voulez échanger de très grands montants, et donc je donnerai un chiffre, on échange, sur nos systèmes passe l'équivalent du PIB mondial tous les 3 jours, donc le PIB mondial tous les 3 jours, et ça, voilà, ça se répète. Vous devez avoir une infrastructure extrêmement hautement résiliente et vous devez avoir un système de banque qui puisse aussi derrière assurer les paiements effectifs. Donc oui, en théorie, vous pouvez toujours passer en dehors du système SWIFT. Et pour des paiements particuliers, il y a beaucoup j'y reviendrai, c'est une des tendances de fond dont on a parlé là aussi, avec des tendances de fond de multiplication des acteurs. Donc c'est possible, mais les paiements des particuliers, c'est par définition des paiements moins risqués. Et s'il y a c'est pas des milliards de dollars qui sont échangés. Donc notre mission, en fait, donc on est une coopérative bancaire, déjà, on n'est pas une entreprise commerciale, donc c'est important parce que notre objectif, c'est pas de maximiser nos revenus ou nos profits, mais c'est de maximiser la valeur que l'on offre à notre réseau, donc cet effet réseau déjà, de connecter 11 500 institutions financières et de pouvoir résoudre des problèmes un peu complexes du type fluidifier, connecter, sécuriser l'échange, les paiements internationaux.
Alors moi, j'aimerais revenir un peu sur les grandes tendances qui façonnent et qui transforment notre industrie. Alors il y en a pas mal des tendances, mais là, j'en mettrai en lumière 4. La première, c'est, et c'est pas que dans l'industrie de la finance, mais c'est très vrai dans l'industrie de la finance, c'est vraiment l'accélération des transformations technologiques. Donc on parle des API, du cloud, alors c'est complètement aujourd'hui, voilà, tout le monde fonctionne comme ça. On parle aujourd'hui beaucoup d'intelligence artificielle qui est en train de profondément transformer le secteur de la finance et des paiements. On a parlé de la tokenisation, de la jetonisation, comme tu dis, qui émerge, mais qui est une vraie tendance de fond de la tokenisation de l'économie, c'est-à-dire permettre à des actifs qui ne sont pas forcément des actifs auxquels on a accès facilement, de pouvoir être diffusés plus largement, de façon plus simple et de façon fractionnée. Ça pouvait en détenir des fractions, comme les cryptoactifs, pour financer les économies. Et donc ça, c'est une tendance quand même assez importante dont il faut tenir compte. La deuxième tendance, c'est les attentes des clients, que ce soit des entreprises ou des consommateurs, et qui est aussi soutenu et piloté et drivé par les régulateurs. Donc pour des paiements plus rapides, plus transparents, moins chers, plus accessibles, avec les pays du G20, je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler, mais les pays du G20 qui se sont concentrés sur ce sujet, parce que qui dit paiement plus rapide, plus transparent, moins cher, etc., dit aussi plus grande croissance économique, et ont une feuille de route qui va dans ce sens et que nous soutenons complètement. Donc là, il y a cette tendance qui est assez forte. La troisième tendance, c'est la multiplication des acteurs. Donc la multiplication des acteurs avec les fintech, les paiements instantanés, les nouvelles formes de paiement du type tokenisation, enfin, stablecoin, monnaie numérique, banque centrale, etc. Et ça permet, c'est très bien, ça donne beaucoup de choix. Et ça crée de l'innovation, mais ça peut avoir un impact sur la fragmentation. Et la fragmentation, je donnerai juste un chiffre, ça a été modélisé par des économistes de The Economist, mais aussi par le FMI. La fragmentation qui provient, bien sûr, pas que de la fragmentation des systèmes financiers, qui provient aussi du protectionnisme, des guerres commerciales, etc., mais aussi de la fragmentation de systèmes qui ne se parlent pas. C'est comme si vous aviez des téléphones, vous vouliez échanger des SMS, vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas le même téléphone et pas le même réseau téléphonique. C'est ça l'interopérabilité. Donc ils ne sont pas interopérables et vous vous retrouvez avec, voilà, dans votre pool, dans un système de paiement, mais vous ne pouvez pas envoyer des paiements à droite à gauche. Donc ça, c'est un sujet et ça peut avoir une répercussion jusqu'à 6% si ça s'accélérait sur l'économie mondiale. Et la quatrième force, c'est effectivement l'évolution des relations économiques dans un contexte géopolitique extrêmement tendu, en tout cas très différent de celui qu'on a connu. On est passé du multilatéralisme au régionalisme, et on le voit complètement dans les chiffres, avec une reconfiguration des flux internationaux et une volonté aussi, partout dans le monde, de souveraineté des paiements, des systèmes de paiement, etc. Donc, donc ces grandes tendances, elles vont avoir des impacts assez concrets, en fait, auprès des entreprises de paiement dans le monde, des banques également, et de beaucoup d'institutions financières. Et donc j'en citerai aussi quelques-uns. D'abord, il y a des sujets de cybersécurité, de résilience, qui dit révolution technologique, contexte géopolitique complexe, dit aussi augmentation des coûts de cybersécurité. Le Forum économique mondial, j'avais été assez frappé par ce chiffre, estime que la cybersécurité coûterait à l'ensemble du monde, pas que dans la finance, mais coûterait à peu près 10 000 milliards par an. C'est une question qui nous est posée, voilà, d'ailleurs. 10 000 milliards, donc c'est les estimations du Forum économique mondial. C'est une question qui nous est posée. Comment SWIFT gère les problèmes liés à la cybersécurité? Alors, je vais y revenir. Oui, tout à fait. C'est une très bonne question. Je vais y revenir parce que c'est très important. Donc, 10 000 milliards, c'est à peu près le PIB de la France, de l'Italie et de l'Allemagne réunis, ou alors de la France, l'Italie et de l'Inde. Enfin bon. Donc, c'est très significatif. Le
le deuxième impact très concret, c'est qu'il faut intégrer ce qu'exigent les régulateurs, ce qu'exigent les clients, c'est-à-dire la rapidité, la transparence, la predictability, je parle un peu franglais, la prédictabilité, voilà, et puis la traçabilité des paiements. Et enfin aussi intégrer, alors limiter la fragmentation, donc ça j'y reviendrai, parce que des systèmes qui ne se parlent pas, ça peut avoir un impact sur les échanges économiques mondiaux. Et puis enfin, il faut intégrer ces nouvelles formes de valeurs. Les stablecoins, au départ c'était epsilonesque, maintenant ça se développe vraiment. Il y a eu un avant-après, il y a la réglementation européenne MiCA, il y a eu Genius Act aux États-Unis, et moi j'ai clairement vu un avant-après le Genius Act, avec toutes les institutions financières qui se posent vraiment des questions pour développer des stablecoins, par exemple. Alors nous, Swift, qu'est-ce qu'on fait? Donc je vais répondre à la première question. Donc on a effectivement une approche, une stratégie qui va répondre à ces tendances et à ces enjeux très concrets. La première, c'est la résilience et la sécurité. Donc c'est vraiment la colonne vertébrale de la finance, la résilience, c'est la colonne vertébrale. Sans résilience, vous n'avez plus de confiance, et sans confiance, vous n'avez plus d'économie internationale et plus de paiement. Donc, et vous n'avez plus la confiance que les acteurs financiers ont mis dans SWIFT depuis une cinquantaine d'années. Donc ce que l'on fait très concrètement, c'est qu'on investit de façon continue pour s'assurer qu'on sait gérer toutes les menaces de cybersécurité, et Dieu sait qu'il y en a, et que ça évolue, et c'est de plus en plus sophistiqué, que l'on se prépare aussi à d'autres menaces, l'informatique quantique va être une menace aussi assez importante, qu'on puisse aussi s'assurer que notre infrastructure est toujours hautement résiliente. Comme je disais, c'est le PIB mondial tous les 3 jours, donc voilà, il faut s'assurer que derrière on puisse soutenir ces flux dans le meilleur niveau de résilience et de sécurité. Et ça veut dire que quand il y a un incident, il y a un système d'assurance, de garantie pour vos clients? Alors, alors déjà, on essaie de ne pas en avoir d'incidents. Et on a très peu d'incidents. Donc, moi, j'ai dirigé une fintech dans les paiements. Je sais bien combien il peut y avoir d'incidents. Là, il y a très très peu d'incidents. Et on investit beaucoup, y compris dans l'intelligence artificielle, non seulement pour détecter en amont, si vraiment un incident se passe, pour le résoudre au plus vite, et puis pour le communiquer au plus vite, et puis pour s'assurer que le prochain, qu'il n'y ait pas de prochain. Le deuxième front sur lequel on travaille, c'est l'expérience client. Donc je vous disais rapidité, transparence, etc. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup avec la communauté financière internationale, parce que sur le réseau SWIFT, les paiements sont très efficients. Par exemple, je vous donne un indicateur, c'est 75% de tous les paiements mondiaux qui sont réalisés en quelques secondes, minutes et en moins de 10 minutes, donc bien au-delà de l'indicateur que s'était fixé le G20. En revanche, il y a au niveau des pays, il peut y avoir des délais pour des raisons réglementaires, technologiques, etc. Et donc là, on veut aller plus loin avec la communauté bancaire internationale, et on vient d'annoncer le lancement avec 30 ou 35 banques même internationales d'un jeu de règles qu'on appelle un scheme, d'un jeu de règles qui permettra au paiement des particuliers, même si on est essentiellement une plateforme de gros, de paiement d'entreprise et interbancaire, mais pour les particuliers, donc quand vous faites un virement interbancaire avec votre banque, votre application, pour que ce soit à l'international, très rapide, transparent, traçable, vous savez exactement où vous en êtes, etc. Le troisième front sur lequel on travaille, c'est l'interopérabilité. Donc l'interopérabilité, c'est pour limiter la fragmentation. Donc là, on a fait aussi beaucoup de travail pour non seulement connecter aux différentes plateformes qui émergent, mais aussi les nouvelles formes de valeur. On a travaillé avec la Banque de France, avec la BCE, pour s'assurer que demain, s'il y a une monnaie numérique banque centrale, ça puisse aussi échanger avec un euro fiat tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et enfin, et je m'arrêterai là,
On travaille sur l'innovation, donc on travaille sur l'amélioration de l'existant, mais aussi sur l'innovation, travailler sur le réseau du futur. Et on vient d'annoncer aussi, avec à peu près 35 banques internationales, mondiales, le lancement d'une infrastructure partagée de blockchain, donc de DLT ou blockchain, pour pouvoir faire des paiements 24/7 instantanés et en complément avec notre infrastructure. Donc on a vraiment une approche duale et c'est dans un monde en mutation, en fait, connecter, innover, sécuriser, c'est absolument indispensable. Ce n'est pas juste une technique, mais c'est vital pour la stabilité économique mondiale. Marianne Demarchi, j'ai encore 2 petites questions qui nous parviennent rapidement. Quel est le statut de SWIFT ? Est-ce que c'est une entreprise privée ? Quels sont les actionnaires ? Alors, c'est une coopérative bancaire, SWIFT, donc de droit belge, c'est en Belgique, donc soumis évidemment à la réglementation européenne. Les actionnaires sont les institutions financières, donc il y en a 11 500, mais il n'y a pas 11 500 actionnaires, c'est en fonction, il faut avoir un certain niveau de volume et autres critères que l'on intègre. J'ai d'autres questions encore pour vous, on va se les garder pour plus tard. Agnès Benassi-Kéré, on a entendu parler de cette interopérabilité entre tous ces acteurs financiers, y compris la Banque de France. Comment vous voyez ce qui vient d'être dit à l'instant par Marianne Demarchi ? Oui, merci. Je crois qu'elle a dit quelque chose de vraiment très important, que SWIFT aide de manière tout à fait décisive à défragmenter le système financier international, à lier les différents blocs du système financier international, aussi bien en termes de pays qu'en termes de type d'acteurs ou de produits qui sont échangés. Et ça, c'est très important. Et pour moi, le risque, il est majeur. On pense à la fragmentation au niveau des pays, parce qu'on a l'exemple de Trump qui fait une sorte de forteresse aux États-Unis, mais il y a également un risque de fragmentation au niveau privé, de privatisation de certaines infrastructures et de formation d'écosystèmes déconnectés les uns des autres, qui serait là pour le coup très déstabilisant. Parce que ça veut dire que la liquidité serait fragmentée, et donc si la liquidité est fragmentée, s'il y a une crise de liquidité quelque part, on ne peut pas faire venir la liquidité d'ailleurs, non, parce que ça ne communique pas. Ou du point de vue macroéconomique, si on a un choc sur un pays, normalement on a un ajustement par les prix, par les taux de change qui doit se faire, mais si c'est fragmenté, non, ce ne sera pas stabilisant parce que par exemple, vous avez un choc négatif sur la demande de biens et services aux États-Unis, et donc le dollar doit se déprécier pour ajuster, et ça rend les actifs américains moins chers, et du coup il y a des entrées de capitaux pour des gens qui veulent profiter du fait que les actifs sont moins chers. Non, s'il y a des coûts de transaction élevés, ils ne viendront pas, et donc c'est déstabilisant. Donc je crois que vraiment il faut avoir en tête la fragmentation, c'est un problème très sérieux, à la fois sur le plan macroéconomique et sur le plan la stabilité financière. Par opposition, et là c'est là que je veux en venir, à la multipolarité, où je pense que sortir de diversifier un peu le système monétaire international par rapport à ce qu'on a connu par le passé, avec un rôle du dollar toujours très important, mais avec d'autres monnaies aussi qui jouent leur rôle, et avec des taux de change qui sont plus flexibles. On peut penser à des blocs régionaux avec une flexibilité entre les blocs. À partir du moment où il n'y a pas cette fragmentation, à partir du moment où il y a des liens, c'est stabilisant parce que ça crée plus de capacité d'absorption des chocs, que ce soit des chocs de liquidité ou des chocs macroéconomiques. Et justement, vous allez avoir l'occasion de pouvoir développer. Je voudrais juste donner un court instant la parole à Marc-Olivier Strauss-Kahn. Il y a une question qui vous concerne peut-être par rapport à votre introduction. Pourquoi les États-Unis créent-ils un dollar déguisé ? Alors, je vais laisser Agnès répondre à cette question parce que ça va être au cœur ça ne sera pas sans rapport avec ce qu'elle va dire. Moi, je voulais juste compléter ce qu'elle avait dit auparavant par une image ou une comparaison avec la mondialisation et notamment la facilité de commercer. Le mot qui me semble clé, c'était l'efficience. Il reste, mais la fragmentation crée une situation où les mots-clés deviennent souveraineté et sécurité. Et la fragmentation financière et pas seulement géopolitique fait qu'on risque, avec la numérisation, d'arriver à un système où on serait comme au Moyen-Âge, un Moyen-Âge numérisé. À l'époque, il fallait
passer d'un fief à un autre en changeant de monnaie. Parce qu'il y avait autant de monnaie que de petits fiefs. C'est peut-être une transition avec ce que va dire Agnès. Alors, si on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure avec la révolution qui a lieu dans les paiements, donc on a une baisse des coûts d'échange des monnaies entre elles. Pour moi, ça peut avoir deux conséquences opposées. La première, c'est celle qu'on voit se déployer aujourd'hui, c'est que les États-Unis ont pris le dessus par rapport à ça et profitent de cette nouvelle technologie pour renforcer encore le rôle du dollar, en créant un ersatz de dollars, enfin en favorisant la création d'ersatz de dollars, qui sont les jetons stables qui sont à 99% liés au dollar, et donc profitant du fait que ça crée un moyen de paiement bon marché, assez pratique, parce qu'en fait c'est au porteur, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est-à-dire que les billets et pièces, c'est des moyens des actifs de règlement qui sont au porteur. Vous pouvez, vous, les transporter et payer directement. Un compte bancaire, un dépôt bancaire, c'est nominatif. Donc, ça suppose une certaine technologie pour pouvoir le transférer, puisqu'il faut changer d'un compte nominal à un autre compte nominal. Le stablecoin, il est au porteur, si on le passe, et directement, ça passe dans un portefeuille de quelqu'un d'autre. Et il n'y a pas le nom marqué dessus. Et donc, ça peut une technologie qui donc abaisse drastiquement les coûts de transaction, qui peut être très intéressant aussi pour des pays émergents, pour pouvoir accéder au dollar de manière beaucoup plus simple. Et donc, évidemment, l'administration Trump compte là-dessus pour diffuser certains ersatz de dollars dans l'ensemble du monde. Et indirectement, comme les émetteurs doivent acheter des titres, surtout de dette publique, en contrepartie de leurs émissions, ça fait une émission indirecte, ça fait des détentions indirectes de dette publique, et ça fait les affaires d'une économie américaine avec un gros déficit budgétaire qui n'est pas prêt de se refermer. Et donc ça complète le fait que le dollar reste une unité de compte importante, par exemple le pétrole et libellé en dollars, et donc, mais on compte sur le change fixe ou quasi fixe entre le stablecoin et le dollar. Et puis par ailleurs, c'est une réserve de valeur qui n'est pas géniale, mais qui n'est pas trop mal. C'est pas génial parce que ça n'a pas rémunéré, du moins pas officiellement. Et c'est pas trop mal parce que c'est quand même assez stable par rapport au dollar. Mais on a donc ça renforce le rôle du dollar comme encre du système et la centralité, si ce n'est pas la domination. C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent, entre 2020 et 2025. On a vu le dollar fiat, le dollar officiel, reculer comme réserve de valeur, par exemple dans les réserves des banques centrales. Il a reculé. Et en parallèle, les stablecoins ont augmenté. Et en fait, j'ai fait un petit calcul de coin de table. Les stablecoins, c'était 3 fois le recul du dollar dans la réserve. Donc, c'est quand même pas négligeable. Sauf que ce n'est pas forcément additif, parce qu'il y a d'autres manières de détenir des actifs en dollars. Il y a même liquides, il y a des fonds monétaires qui eux aussi ont augmenté. Donc c'est pas si simple de faire le calcul, mais enfin quand même on voit qu'à la marge c'est significatif. Il y a un scénario qui est l'opposé, exactement l'opposé, et qui est aussi en train de se mettre en place, qui est, puisque les coûts de transaction diminuent, pourquoi si je veux changer du won coréen en peso mexicain, pourquoi diable faudrait-il passer par le dollar des États-Unis? Je peux y aller directement, puisque les coûts de transaction ont baissé. Et donc le dollar perdrait son rôle de monnaie véhiculaire. Et du coup, pourquoi garder de la trésorerie en dollars alors que mon client, mon fournisseur, il est coréen? Donc c'est plutôt donc là on voit qu'on a la possibilité d'aller vers un système plus, disons, diversifié. Et ça, c'est déjà en train de se mettre en place d'une certaine manière, pas forcément avec les technologies de jetonisation. Il y a beaucoup d'activités d'interconnexion des systèmes de paiement instantanés en Asie avec la plateforme Nexus qui va permettre de connecter de nombreux systèmes de paiement instantanés régionaux, mais également le système de paiement instantané TIPS de la zone euro qui est déjà maintenant
en fonctionnement au Danemark, en Suède, et il y a des projets ailleurs en Europe, d'interconnexion aussi avec des grands émergents comme le Brésil et l'Inde qui sont très avancés dans le domaine des paiements. Donc on voit que là, le monde s'organise un petit peu sans le dollar, enfin, alors à la marge, hein, le dollar reste la monnaie principale. Alors pourquoi ça peut avoir des impacts sur les autres fonctions? Ben, je l'ai dit tout à l'heure, si les entreprises se mettent à avoir une trésorerie diversifiée, mais dont les coûts de la diversification diminuent parce qu'il y a la tokenisation des dépôts bancaires, donc des manières de gérer cette trésorerie de manière beaucoup plus efficace. Voilà. Le stablecoin n'est pas forcément stable, donc il peut y avoir quand même des inquiétudes sur la stabilité du stablecoin, donc c'est quand même pas génial de détenir des stablecoins. Enfin, moi, si on m'en donne, je ne les garderai pas, je vous le dis tout de suite. Et enfin, à la fin, l'unité de compte, bah, si le stablecoin un jour perd sa valeur stable par rapport au dollar, comme c'est déjà arrivé avec Circle en mars 2023, où il est passé de 1 dollar à 80 centimes de dollars, c'est quand même pas négligeable, hein. Pas très longtemps, certes, mais enfin quand même, si c'est justement le moment où vous avez besoin de les vendre, pas de chance. Donc, en termes d'utilité, donc on voit que c'est quand même assez fragile la stratégie américaine, et qu'en parallèle se mettent en place des stratégies de diversification qui ne sont pas forcément hostiles, ce n'est pas forcément de la fragmentation, même s'il faut veiller à ça, mais qui peuvent aussi, dans le meilleur des cas, aboutir quand même à un système monétaire qui est à la fois plus efficace, qui reste interconnecté et qui est plus stabilisant finalement par rapport aux chocs qui peuvent survenir. Et ça ne pose pas de problème réglementaire si effectivement la Corée du Sud veut transférer de l'argent au Mexique, qui veut transférer de l'argent au Kazakhstan et ailleurs. Voilà. Est-ce qu'il y a une coordination d'un point de vue réglementaire si on diversifie ces moyens de paiement? Alors, la difficulté, c'est la rapidité, parce qu'aujourd'hui, tout ça se fait. Simplement, comme l'a dit Marianne, il y a des vérifications qui doivent être faites donc, par les banques correspondantes. Il y a beaucoup de fraude, il y a beaucoup de blanchiment, financement du terrorisme, donc tout ça, il faut le vérifier. Mais là aussi, la technologie de la chaîne de blocs, comme blockchain, peut permettre aussi d'offrir des solutions. Il y a des expérimentations qui sont faites en ce moment pour mettre les certificats de conformité sur la blockchain de manière à accélérer justement ces vérifications de conformité au départ et à l'arrivée d'un paiement. Donc c'est des choses qui avancent, mais naturellement, évidemment, lorsqu'on veut connecter deux systèmes de paiement instantanés dans deux pays, il y a tout un travail à faire parce qu'il y a beaucoup d'obstacles et dont certains sont réglementaires, mais aussi des questions de liquidité, parce que le système de paiement instantané, ça marche 24 heures sur 24, y compris le week-end, et donc il y a aussi des questions de où est la liquidité, qu'est-ce qui se passe, il faut qu'il y ait une réserve de liquidité. On ne demande pas aux banquiers centraux d'être sur le pont 24 heures sur 24 pour surveiller et appeler les banquiers pour remplir la réserve de liquidité si le dimanche à 11h45, il n'y en a plus. Alors, il y a beaucoup de questions qui nous parviennent. On ne pourra sans doute pas répondre à toutes, mais à certaines. Isabelle Mathéos-Ilago, peut-être une réaction du point de vue d'une banque comme BNP Paribas. Comment on réagit face à cette diversification de la finance internationale? Bien dans le micro, s'il vous plaît. Oui, merci. Je dois dire merci d'abord aux copanélistes, parce que j'apprends beaucoup de vocabulaire depuis le début sur les traductions françaises de différents barbarismes que la chaîne de blocs et la jetonisation. Donc merci. Ok, donc moi je vais faire un tout petit pas en arrière avant d'aller dans le fond du sujet. Donc d'abord un petit rappel. Donc les enjeux. Les stablecoins, c'est un petit peu le petit bout de la lorgnette. La question plus vaste, c'est dans quelle direction va se moderniser le système financier international. Et les enjeux sont de trois ordres. D'une part, permettre autant d'innovation qu'il est souhaitable et possible.
D'autre part, du point de vue européen, préserver et même renforcer, si possible, la souveraineté européenne. Et puis, troisièmement, faire tout ça en préservant la stabilité financière, en tout cas en ne la dégradant pas, et en préservant l'intégrité du système financier. C'est ce que j'entends par intégrité, c'est d'éviter les abus du système financier pour des besoins, par exemple, de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme ou de choses comme ça. Donc, c'est ça les enjeux. Les stablecoins là-dedans, juste sur l'aspect souveraineté, pour illustrer à quel point l'Europe n'est nulle part, 99% des fameux 350 milliards d'encours de stablecoins sont adossés au dollar. Okay. Deuxième petit factoid, point de données, le FMI et Reuters estiment à environ 65 milliards d'équivalents dollars en 2024 les échanges nets de stablecoins à l'échelle internationale. Okay. Sur ces 64 milliards, 83% sont des stablecoins qui sont émis aux États-Unis ou dans la sphère d'influence américaine et qui vont vers le reste du monde. 0% est émis en Europe et va vers le reste du monde. Il y a plus d'émissions de stablecoins en Afrique allant vers le reste du monde qu'en Europe. Il y a plus d'exportation de stablecoins de la part de l'Amérique latine ou du Moyen-Orient que d'Europe. On est vraiment très en retard. Après, est-ce que c'est un problème? Pas forcément. Si vous regardez les attitudes un petit peu des différentes juridictions au monde vis-à-vis des stablecoins, vous avez d'un côté l'Europe qui a MiCA, donc qui s'est dotée d'une réglementation très chiadée, très sophistiquée, qui à plein des égards vraiment est une très bonne réglementation, mais qui à côté de ça a peu ou pas de stablecoins. À l'autre extrême, on a des pays comme la Chine ou l'Arabie Saoudite qui interdisent carrément les stablecoins. Et puis au milieu, on a les États-Unis, par exemple, qui cherchent à les encourager, avec un cadre réglementaire qui est le Genius Act, qui a franchement réveillé tout le monde, en dehors des États-Unis, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une forme là de crypto-mercantilisme de la part des États-Unis, une volonté d'utiliser ces stablecoins pour donc renforcer encore le rôle du dollar. Mais je crois ce serait une erreur de se focaliser trop sur cette dimension des stablecoins. Le sujet, pour moi, c'est comment tokeniser ou jetoniser le système financier tel qu'il existe aujourd'hui, donc que ce soit les paiements, que ce soit les investissements, comme le disait Marianne, que ce soit même des investissements qui aujourd'hui ne sont pas disponibles. Aujourd'hui, si vous ou moi, on veut acheter un tableau de Pablo Picasso, on aura du mal. Demain, s'il y a un tableau, une version tokenisée du tableau de Pablo Picasso, on pourra en acheter un tout petit morceau. Voilà, donc il y a des potentialités énormes. On parle beaucoup de l'histoire que tout ce qui se passe sur la chaîne de blocs est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais il y a des potentialités encore beaucoup plus intéressantes, et notamment la programmabilité des contrats, ou entre guillemets les contrats intelligents. Donc c'est le fait de dire, plutôt que de faire un paiement bête et méchant, il arrive quand il arrive, vous programmez le jeton pour dire ce paiement sera réalisé une fois que j'aurai reçu mon colis ou une fois que telle ou telle condition sera remplie. Donc ça offre vraiment, c'est un petit peu une des analogies que j'ai entendues là-dessus que j'ai trouvé assez illuminante, c'est quand au début de l'Internet, les gens se disaient oui, c'est vachement mieux pour communiquer, pour envoyer des messages. Et puis on ne voyait pas vraiment ce que ça pouvait apporter d'autre. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que l'Internet, ça apporte quand même beaucoup d'autres choses que l'email. Et potentiellement, c'est un petit peu la même chose avec la tokenisation de la finance. Oui, il y a la dimension paiement instantané, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais je dirais c'est qu'un tout petit morceau. Mais seulement pour effectuer des transactions financières dans un écosystème tokenisé, il faut un moyen de paiement, un moyen de règlement. Et jusqu'à maintenant, il n'y en avait pas vraiment. Donc arrivent les stablecoins, mais ce n'est pas la seule solution. Il peut y avoir aussi des monnaies de banque centrale,
il peut y avoir aussi des dépôts bancaires classiques transformés, enfin jetonisés. Et moi, il me semble que dans l'objectif de préserver la stabilité financière, de préserver l'intégrité du système financier international, il y a un petit peu quand même une convergence d'intérêts entre les superviseurs, les autorités en charge de la stabilité financière et les banques, pour essayer de se dire finalement on a un système qui n'est pas parfait mais qui ne marche pas trop mal, avec les banques jouant un rôle quand même assez essentiel d'intermédiation de ces transactions financières. Essayons de ne pas le détruire, ou essayons en tout cas de ne pas le fragiliser. Et si on a besoin des stablecoins, et s'il y a des cas d'usage pour lesquels les stablecoins, une fois qu'on les a assujettis à la même réglementation que les autres transactions, par exemple pour s'assurer qu'il n'y a pas de blanchiment d'argent ou d'activités illégales qui sont financées, bon, s'il y a encore des cas d'usage, on aura les stablecoins. Pour tout le reste, continuons à essayer d'opérer avec les interlocuteurs habituels qu'on a. Et donc, nous, en tant que banque, c'est un petit peu ça la réflexion qu'on se fait. Et donc, mais ça se produira ou ça ne se produira pas. Il va vraiment il faut penser à ça comme un écosystème. Si les pouvoirs, si les autorités de supervision se disent non, nous, ça ne nous intéresse pas de garder les banques au milieu du système, on est très content si Amazon devient le premier provider de jetons tokenisés, ce qui est peut-être la réflexion aux États-Unis. Enfin, aux États-Unis, il y a une bataille de lobbyistes assez intéressante qui est en train d'avoir cours entre justement les banques traditionnelles et puis les non-banques qui ont envie de devenir des acteurs phares dans ce domaine. À partir du moment où il y a un marché, voilà, il y aura forcément des acteurs non bancaires qui vont s'y intéresser. Alors forcément ou pas, mais donc je pense qu'il y a une vraie question de quel écosystème financier on veut dans 5 ans et au-delà. Et donc nous, en tant que banque, on souhaite au maximum développer notre offre de services, de produits tokenisés. On est engagé dans un consortium, différents consortiums dans des expérimentations avec la Banque de France et la BRI, dans le consortium mentionné par Marianne avec SWIFT, dans un consortium avec d'autres banques européennes et internationales pour explorer des stablecoins. Mais je dirais, pour nous, la solution la plus naturelle et la plus simple, c'est d'abord la tokenisation des dépôts financiers, de tous les services financiers tels qu'ils existent, avec comme actif de règlement, idéalement, une monnaie de banque centrale, donc un euro numérique de gros pour les paiements interbancaires, parce qu'effectivement, si on n'a pas ça, le next best, la solution de remplacement, c'est le stablecoin. Les Américains, ça ne les embête pas d'avoir le stablecoin, puisque c'est des stablecoins en dollars. Pour les Européens, c'est plus compliqué. Voilà. Puis le dernier point que je ferai, c'est que pour l'instant, la demande venant de nos clients bancaires, et en particulier de nos clients corporate, parce que c'est surtout là que ça vient, pour avoir accès à des services en écosystème tokenisé, pour la gestion de leur trésorerie en particulier, c'est à 99% aux États-Unis et en dollars. Et donc c'est pour ça aussi que nos efforts d'exploration de potentielle émission de stablecoins commencent par là, parce que c'est là qu'on sent la demande la plus pressante. Mais naturellement, on est ouvert à répondre à la demande qui se manifeste. Mais je pense que la demande qui se manifeste dépendra beaucoup de ce que fait le secteur public également dans ce domaine-là. Le secteur public a annoncé ses intentions. En juillet, donc, il y a eu une communication de la BCE sur le calendrier de mise à disposition d'une monnaie numérique de gros tokenisée pour les règlements interbancaires, donc sur le marché de gros, pour justement répondre à cette demande pressante, je veux dire, des banques et des intermédiaires financiers pour pouvoir régler leurs actifs tokenisés. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est comme si on avait modernisé la moitié et puis il manque l'autre moitié. Donc on tokenise, on jetonise des actifs financiers, pas forcément des tableaux de Picasso, ça peut être des obligations, il y a des expérimentations, pas mal d'expérimentations avec des obligations tout simplement souveraines, des obligations d'aide publique. Et en fait, ce qui est un peu dommage, c'est que pour régler ces actifs jetonisés, il faut repasser par le système classique. Voilà. Et donc là, on perd l'efficacité qu'on avait gagnée. Et donc dès l'année prochaine,
T3 2020, troisième trimestre 2026. Une première étape sera franchie avec ce sera un pilote dans un premier temps, mais il n'y aura pas toutes les fonctionnalités, mais qui permettra le règlement. Et on est assez confiant parce que, comme l'ont dit à la fois Isabelle et Marianne, il y a eu beaucoup d'expérimentations qui ont été faites, y compris, alors c'est la différence entre des expérimentations et des expériences, avec de la vraie monnaie et des vrais actifs, donc des vrais risques qui ont été pris et donc on sait que ça marche, donc on est assez confiant là-dessus. Donc l'Europe est un peu en retard, comme on le disait tout à l'heure, mais elle s'y met. Elle est en avance dans son retard. Elle est en avance dans son retard. Alors, il nous reste environ une demi-heure. Ça tombe bien, on a une rafale de questions, vraiment énormément de questions sur tous les sujets qu'on a commencé à aborder. Et puis, vous aurez chacun aussi un mot de conclusion. Je pose peut-être quelques questions et puis celle où Marc-Olivier pourra y répondre. Allons-y. Comment est-ce qu'on crée un stablecoin ? Qui veut nous dire ça ? Oui, alors c'est un sujet intéressant en Europe. Là, si vous êtes un acteur privé qui avait envie de créer un stablecoin, vous avez un avantage sur les États-Unis, c'est que vous pouvez faire du comparison shopping, aller voir toutes les autorités de réglementation de chaque pays européen et voir lequel va vous donner le meilleur deal pour émettre un stablecoin. Bon, je plaisante, c'est évidemment pas un avantage, c'est un petit peu une bizarrerie. Mais donc vous vous enregistrez comme émetteur de stablecoins et ensuite, ce qui est important, c'est de pouvoir démontrer que vous avez suffisamment de fonds pour adosser l'intégralité des stablecoins à des actifs liquides ou des dépôts dans une banque à hauteur de 1 pour 1, de telle manière à garantir en principe que la personne à qui vous avez vendu un stablecoin peut l'échanger à n'importe quel moment dans des délais brefs, pas instantanés mais brefs, à parité pour... donc si la stablecoin vaut 1 euro, en principe vous devez pouvoir rendre à la personne qui vous a acheté le stablecoin son euro. En pratique, le degré de fiabilité de cette parité dépend un petit peu selon les juridictions parce que le backing n'est pas à 100% le même et d'ailleurs ça fait partie des sujets de réflexion. Certains, notamment le gouverneur de la Banque d'Angleterre, par exemple, dit si on veut conserver la valeur, la foi du public dans la valeur de la monnaie et donc des stablecoins, il faudrait que les émetteurs de stablecoins aient accès à de la liquidité, à des guichets de liquidité de banque centrale pour garantir que c'est toujours 1 pour 1. Mais bon, pour l'instant, ça n'existe pas. Pas mal de remarques. Peut-être compléter sur la réglementation européenne, parce que c'est une différence avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'en Europe, on oblige l'émetteur à rembourser 1 pour 1 immédiatement celui qui a apporté les fonds. Et les réserves doivent être réparties dans plusieurs banques, justement pour ne pas créer un problème SVB comme on a connu. Donc, de concentration. Que les revues bancaires ne se transmettent pas aux stablecoins et vice-versa. Et par ailleurs, et donc, alors qu'aux États-Unis, en fait, si on lit bien ce qui est marqué dans la réglementation, en fait, il peut y avoir un délai, il peut y avoir des commissions lors du remboursement. Enfin, c'est quand même beaucoup moins protecteur pour le consommateur. C'est assez frappant et ce qui crée un autre problème, qui est que s'il y a la fongibilité entre le stablecoin dollar émis aux États-Unis et en Europe, qui sont fongibles, vous voyez bien le truc, on va émettre aux États-Unis et puis on va les transporter en Europe et se le faire rembourser en Europe. Et donc, évidemment, le régulateur a vu ça et a permis donc en France, c'est la CPR, c'est le superviseur des banques, de limiter les émissions en Europe pour limiter le problème. Pas mal de remarques aussi sous forme de questions sur le manque d'éducation financière supposée en Europe et en France. C'est ça qui, selon certains, provoque le fait que la demande est assez faible ici en Europe. Peut-être Marc-Olivier Strauss-Kahn. Alors un mot là-dessus, c'était pas là-dessus que je voulais réagir, mais je vais le faire au passage rapidement. C'est pour ça qu'il y a les GECO, pour diffuser, replay, etc. C'est pour ça que la Banque de France, au passage, qui est l'opérateur national pour
l'éducation économique et financière à des actions avec EducFi, etc. Je fais ton boulot, Agnès, là. C'est pour ça qu'il y a la Cité de l'économie à Paris, mais auquel vous pouvez accéder par citeco.fr. Bon, voilà des éléments qui peuvent contribuer à une meilleure éducation. Moi, je voulais rebondir sur cette idée de jeton. Alors, pour qu'on comprenne bien, un billet, c'est un jeton. C'est un jeton physique. Et quand vous transférez le billet, tous les droits attachés à ce jeton sont transférés. Là, on parle de jetons numérisés, et donc c'est important de garantir cela. Alors Agnès, tu as dit à un moment, moi si j'avais un stablecoin, je ne le garderais pas. Mais si c'est un stablecoin en euros et qui est émis par des banques européennes, contrôlées, supervisées, réglementées, etc., quelle serait ta réaction? Et qu'est-ce qu'apporte par rapport à ça la monnaie numérique de banque centrale? Mais de détail. Pour le tout un chacun, parce qu'il y a quand même le tourisme, il y a quand même le commerce électronique, etc. Alors, c'est une très bonne question. Donc, quel est mon idéal de stablecoin, en fait, Donc, mon idéal de stablecoin est d'abord libellé en euros, non pas en dollars. Il est émis par une banque, parce que la banque a accès au réfinancement de la Banque centrale, donc c'est très rassurant. Il y aura toujours la liquidité pour me rembourser. Également, il y a une élasticité de l'offre de stablecoin que peuvent permettre les banques ne peuvent pas offrir les émetteurs non bancaires. Et la banque aussi me surveille, mais surveille aussi les autres. Donc il y a toutes les tâches de conformité, de vérification des individus, mais également des transactions pour limiter la fraude, le financement du terrorisme, le blanchiment, etc. Donc, il est émis par une banque, mais pour moi, le stablecoin, c'est vraiment un appoint. C'est-à-dire qu'idéalement, en fait, il est créé, puis ensuite il est détruit. S'il est équivalent à un dépôt bancaire, voilà, je vais en commander à ma banque juste parce que je vais dans un autre pays. Ce serait pratique pour moi d'avoir des stablecoins, mais je ne vais pas les garder, en fait, parce que ma banque m'offre des produits, des dépôts à terme qui sont assez liquides et qui sont rémunérés, alors que je n'ai pas de raison non plus de laisser sur mon dépôt courant. Voilà. Pour moi, c'est vraiment un apport, de même que les espèces, c'est aussi un service que procurent les banques, d'offrir des espèces à leurs clients. Et voilà, elles vont offrir. Ce matin, je disais, c'est un peu l'équivalent avant et les chèques de voyage. La banque, on commandait des chèques de voyage à sa banque, et puis après, on pouvait les emmener dans un autre pays et se les faire rembourser dans la monnaie de l'autre pays. Et c'était très pratique. Et je pense que c'était quelque chose de très pratique, mais alors il y a des grandes batailles pour savoir le potentiel de croissance du stablecoin. Il y a eu des estimations, 3 000 milliards, des chiffres très importants. Je pense que depuis quelques mois, on est revenu un petit peu en arrière en se disant « Oh, mais exactement comme ce que disait Isabelle, il ne faut pas s'arrêter au stablecoin. La nouvelle technologie, c'est bien plus que ça. Il y a plein d'autres choses qui peuvent se passer. Et donc, ce n'est pas forcément les stablecoins qui remporteront la mise à la fin. » Alors, justement, la nouvelle technologie, Marianne Demarchi, concernant SWIFT, une question qui nous est posée. L'intelligence artificielle est jugée comme dangereuse par un grand nombre de personnes. Comment pouvez-vous l'intégrer à vos mécanismes? Contrôlez-vous réellement les dangers? Oui, merci pour cette question. Alors, l'intelligence artificielle, c'est comme toute nouvelle technologie. Il y a des effets très positifs et puis il y a des effets qu'il faut contrôler, réguler et mettre peut-être en route de façon responsable. Donc nous, chez Swift, on a une politique d'innovation responsable. Alors responsable pourquoi? Parce que comme je vous disais, vu la volumétrie que l'on gère dans nos systèmes, il n'est pas question qu'une nouvelle technologie vienne bouleverser l'infrastructure que l'on a, les systèmes que l'on a et qui mettent en péril les flux. Donc c'est extrêmement contrôlé. On a un comité de gouvernance sur l'IA qui va vérifier effectivement le pourquoi on veut mettre en place de l'IA. Et je vais vous répondre après sur les cas d'usage et pourquoi et comment, quels sont les impacts, les risques. On a une politique de risque extrêmement, une gestion des risques extrêmement forte qui va tout anticiper, regarder, etc. Et puis après on se dit oui, on y va ou on n'y va pas. Donc, sur l'IA, comme je disais, il peut y avoir
plusieurs utilisations. Alors, il y a l'utilisation interne, hein, comme dans n'importe quelle entreprise, où on va essayer d'optimiser nos processus. Par exemple, sur toute la partie support client, il peut y avoir une optimisation où le conseiller qui doit répondre à une banque, eh bien, il peut avoir toute l'information tout de suite au moment où il parle avec la banque. Et puis de façon, en fonction de la discussion, il peut y avoir des documents qui apparaissent, etc. Donc ça, c'est par exemple des processus d'optimisation. Il peut y avoir aussi, et on travaille sur, comme je vous disais, la détection notamment des incidents, de pouvoir travailler avec de l'IA qui va pouvoir nous aider à identifier, tiens, il y a un paramètre, quelque chose qui se passe et qui s'était déjà passé dans le passé ou qui pourrait potentiellement devenir un problème. Et alors le cas d'usage que l'on a mis vraiment en développement et qui est utilisé maintenant et qui va être utilisé par les utilisateurs de Swift, hein, donc essentiellement les banques, c'est pour la lutte contre la fraude. Donc la lutte contre la fraude, c'est évidemment c'est un vrai sujet dans la finance, hein, c'est plusieurs milliards de coûts annuels. Et donc là, on intègre de l'IA sur notre système de lutte contre la fraude qui existe déjà, mais qui était basé sur des règles simplement. C'est-à-dire si on envoie un paiement à 2h du matin alors qu'on n'envoyait jamais normalement, ou si on envoie un paiement dans un pays auquel la banque n'envoie jamais, bon, ben là, il y a des alertes qui s'allument et qui permettent de potentiellement arrêter le paiement avant qu'il soit envoyé. Et donc là, l'IA va permettre d'affiner beaucoup plus et de s'assurer qu'on puisse détecter en amont à la fois les anomalies ou les fraudes, mais aussi ce qu'on appelle les faux positifs, parce que des fois, les systèmes je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, mais les systèmes de lutte contre la fraude ou de s'assurer que, par exemple, la personne à laquelle vous allez envoyer un paiement n'est pas sur une liste de sanctions, bien des fois, vous avez des noms qui sont extrêmement, si vous allez envoyer dans des pays, je ne sais pas, dans certains pays, vous avez des noms qui sont très, très proches, bon, ben, ça peut s'arrêter, donc c'est un faux positif, c'est-à-dire que vous n'envoyez pas votre paiement alors que votre paiement devrait partir et qu'il n'y a rien d'illicite. Donc là, voilà, ça permet à ça. Alors, on l'a dit, c'est un sujet assez géopolitique, hein, avec des connexions géopolitiques. Beaucoup de questions qui nous parviennent sur les conséquences pour la Russie d'avoir été déconnectée du système SWIFT. Voilà, quelles sont les conséquences économiques pour Moscou de cette déconnexion? Qui veut dire un mot à ce sujet? Alors, moi, je ne vais pas parler des conséquences pour la Russie. C'est simplement... tout ce que j'ai à dire sur le sujet, c'est qu'on est soumis, bien sûr, on est régulé en Europe, donc on est soumis à la réglementation européenne et que l'on doit évidemment se conformer à cette réglementation européenne qui a été effectivement de déconnecter un certain nombre de banques. C'est pas la Russie, c'est un certain nombre de banques du système SWIFT, comme d'autres systèmes internationaux que l'on a mis en place. Après, tout ce que je peux dire, c'est que la déconnexion de quelques banques n'est pas forcément la meilleure façon d'obtenir ce que l'on veut en termes de sanctions, parce que l'argent peut circuler par ailleurs, comme on le disait, c'est-à-dire de pouvoir utiliser d'autres moyens que SWIFT. Marc-Olivier Strauss-Kahn. En complément, l'impact, a priori, il est négatif, pas nécessairement pour Poutine, mais pour les Russes. Il peut être caché par le fait qu'au niveau macroéconomique, les prix de l'énergie vendus par la Russie sont montés, qu'ils ont trouvé des substituts, éventuellement par les cryptos natifs, hein, qui permettent de contourner certaines sanctions. Et donc, c'est progressivement simplement qu'on en voit l'impact, mais on voit aussi un impact avec l'émergence, le souhait d'émergence, en tout cas par le Sud global, d'avoir des systèmes alternatifs. Et ça a été évoqué très rapidement, le système chinois CIPS reste pour l'instant marginal. Ou un complément à SWIFT. Je laisserai les autres répondre là-dessus, mais je ne sais pas d'ailleurs si l'Inde serait ravie d'utiliser un système chinois.
vu les tensions entre ces deux pays. Oui, juste un petit point sur le système chinois qui s'appelle CIPS. Donc en fait, c'est un système de compensation en monnaie locale, comme on a Target, qui est un système de compensation de l'euro. C'est-à-dire que les paiements vont passer à un moment donné par le système Target. Donc c'est pareil pour le système chinois. Donc c'est effectivement complètement complémentaire. Et le système CIPS est connecté à SWIFT pour l'internationalisation du renminbi. Autre question, est-ce que la mise en place de monnaies tokenisées ne va pas augmenter la fraude fiscale? Agnès Benassi-Kéré peut-être, ou Isabelle Mathéos-Delago? Alors, beaucoup de fraudes passent par... Alors, c'est plutôt les cryptos, en général. En tout cas, c'est pas la monnaie tokenisée centrale, ça c'est sûr, puisque la monnaie centrale tokenisée, c'est juste une autre manière d'émettre de la monnaie centrale, enfin de banque centrale. Donc là, il n'y a pas de sujet là-dessus. Peut-être même moins qu'avec le cash, parce que... alors là, je sors de la tokenisation, je pense de la numérisation plus généralement. L'euro numérique ne sera pas nécessairement sous forme tokenisée. Enfin, c'est pas le projet initial. Ça pourrait le devenir, mais c'est pas le projet initial. Et il y aura des limites de détention. Alors que pour les espèces, il n'y a pas de limite de détention. Donc on pourrait même dire que ça réduit la capacité à l'économie souterraine. Après, sur le crypto en général, oui, il y a énormément de fraude. Et donc, c'est effectivement... Alors moi, je ne suis plus au Trésor, donc je peux pas en parler, de savoir les pertes fiscales qui sont liées au développement des activités et des paiements avec des cryptos. Je ne pense pas que disons, je crois que les cryptos jusqu'à présent, ils sont surtout utilisés soit pour de la spéculation ou le règlement d'activités illicites, ça peut être, mais c'était déjà le cas avant. Enfin, donc, je ne pense pas qu'il y ait énormément d'évasion fiscale au sens classique du terme. Qui passe par les cryptos. Mais encore une fois... Après, je pense... d'abord, oui, c'est clair qu'il y a c'est déjà un véhicule de choix pour les transactions illicites en tout genre. Après, la question, c'est vrai que pour l'instant, ces stablecoins et les cryptoactifs, ou les transactions sur blockchain, échappent très largement aux exigences de Know Your Customer et de surveillance auxquelles les banques sont assujetties. Il n'y a pas de raison que ça continue. Il y a des solutions techniques pour mettre en place les mêmes contrôles, les mêmes mesures de due diligence, et il serait normal d'imaginer que dès lors que les volumes augmentent et atteignent des niveaux qui sont au-delà de epsilon, la machinerie va se mettre en place. Est-ce qu'il faudrait une conférence internationale justement pour mieux réguler, mieux surveiller Le problème, c'est pas les émetteurs. Les émetteurs de stablecoins sont contrôlés maintenant. Genius, Mika, donc on sait qui c'est, on sait qu'est-ce qu'ils ont normalement dans leur bilan. Mais après, les stablecoins partent dans la nature et sont échangés sur des plateformes. Ces plateformes, elles peuvent être aux Bahamas, n'importe où. Et là, c'est très difficile d'avoir des informations. Donc c'est vrai que ça ouvre une nouvelle ligne de fuite pour... la richesse, mais voilà. Marc-Olivier. En complément, les billets peuvent être une source de fraude, mais il y a des règles strictes de transfert de billets quand vous passez des frontières, etc. Et puis, si vous transportez des grosses sommes, c'est quand même lourd à porter, ça se voit. Avec la numérisation, il suffit d'avoir plein de petits montants successifs, et ça, c'est beaucoup plus facile. D'où la nécessité de vérifier. Alors, c'est très compliqué à vérifier, puisque par définition, ce sont des activités illicites. Alors, moi, je suis assez une plateforme qui s'appelle Chain Analysis, qui est en faveur des stablecoins et des cryptos, mais qui essaye qui dit en tout cas, essayer de mettre de l'ordre là-dedans. Et elle révèle que dans les montants qui font l'objet de transactions, il y a quand même une part croissante via les stablecoins américains qui ont un objectif illicite et qui d'ailleurs sont extrêmement rapidement convertis en autre chose. En gros, il faut ce que disait Agnès auparavant, c'est juste quelque chose qu'on utilise parce qu'il y a un anonymat associé. D'où aussi l'idée
de limiter ça quand il y aura une monnaie, un euro numérique, mis à part le fait que ça ne doit pas déstabiliser les banques. Encore une question. Est-ce que l'Europe a intérêt à ce que le dollar perde son hégémonie? C'est une très bonne question. L'Europe personne n'a intérêt à ce qu'il y ait une crise dollar, hein, soyons clairs. Un crash du dollar, ce serait ça déclencherait une crise financière, je pense. Donc personne n'a intérêt à ce que ça se passe du jour au lendemain. Mais alors du coup, justement, comme personne n'a intérêt, les gros détenteurs de dollars vont forcément internaliser le fait qu'ils ne veulent pas déclencher une crise dollar. Donc la réponse à la question, c'est que si ça se passe de manière progressive sur une longue période, je pense que ça peut bien fonctionner, mettre un petit peu de pression sur les États-Unis pour réduire leur déficit budgétaire. Et encore une fois, mettre dans le système... Parce qu'en fait, une partie de nos problèmes est qu'on a aujourd'hui une économie qui est multilatérale avec plusieurs pôles de croissance, de taille qui devient assez équivalente, et une économie monétaire qui, elle, reste centrée sur le dollar. Et ça génère plein de dysfonctionnements qu'il faudrait progressivement effacer, mais encore une fois, on préférerait que ça ne passe pas par une crise. Isabelle Mattéossi-Lago, une banque comme BNP Paribas ne peut pas se passer aujourd'hui du dollar. Enfin, il n'y a pas d'alternative aujourd'hui. Nous, on n'est qu'une banque. Hein. Ceux qui ont besoin du dollar, c'est nos clients qui soit font des achats en dollars, soit font des investissements en dollars. Nous, on est juste l'intermédiaire. Avant de passer aux conclusions, encore une question intéressante. Hein. Est-ce que cette accélération financière, toutes ces évolutions technologiques ont été évaluées par rapport aux limites de la planète? Oui, alors ça fait référence à la consommation d'énergie. Hein. Oui, donc, je pense. Effectivement, je crois que la finance, les registres distribués, complètement décentralisés, c'est-à-dire sans autorité centrale qui va valider, je pense que ça n'est pas, comment tu dis, scalable. Ça ne peut pas grossir parce qu'une des raisons, c'est la consommation d'énergie. Par contre, les nouveaux modèles qui sont plus centralisés sont moins consommateurs d'énergie. En tout cas, par rapport à l'IA, quand on voit les investissements dans l'IA, c'est beaucoup plus sobre, même si ça consomme effectivement de l'électricité. Bon, il nous reste 7 minutes. Ça fait un peu moins de 2 minutes chacun pour rassembler nos idées. On va partir peut-être dans cet ordre-là. Marc-Olivier Strauss-Kahn, une conclusion après tout ce qu'on vient d'entendre sur ce système monétaire international vraiment à la croisée des chemins. Alors, ce ne sera pas une conclusion, ça va être un complément, là encore, à ce qui vient d'être dit, et immédiatement par Agnès. Pour que pour que le dollar détrône la livre, il a fallu 2 guerres mondiales et une grande dépression. Donc, effectivement, on ne va pas souhaiter de tels chocs. Et l'avènement de l'euro ne s'est pas traduit par un renversement du dollar qui compte comme réserve de valeur, soit à peu près, c'est marrant, le chiffre de 60% arrive plusieurs fois. C'est 60% en gros des réserves détenues par les banques centrales, c'est 60% du crédit international, c'est 60% des capitalisations boursières, c'est 60% de la facturation, l'unité de compte dans les moyens de paiement. Et je ne parle même pas de ce qui avait été évoqué implicitement, c'est-à-dire que quand il y a des transactions financières d'une monnaie en une autre, on passe souvent par le dollar, et ça, c'est à 90% ou plus que c'est utilisé. Pour autant, qu'est-ce qui peut déclencher une évolution qui ne soit pas trop bouleversée? Paradoxalement, les Américains eux-mêmes. Alors, auparavant, pourquoi? Parce que la formule est classique, trop d'hégémonie peut tuer l'hégémonie. Et alors, auparavant, on insistait surtout sur le shutdown américain, le fait qu'aujourd'hui, c'est la plus longue période, on est passé à 1 jour de plus que la plus longue période pendant laquelle le système fédéral américain est arrêté. Alors, ça n'a pas l'air de trop perturber. Et puis, il y a
cette remise Ça en pose des cause- problèmes à pas mal d'Américains quand Ça même. pose des problèmes des Américains, mais ça n'a pas en soi... le dollar n'a pas énormément bougé. Je n'ai pas regardé les chiffres d'hier, mais depuis quelques jours. En revanche, il s'était auparavant déprécié. Il y avait une moindre confiance dans le dollar il y a à la fois, Isabelle l'a dit dans le panel précédent, une cohérence d'ensemble dans la démarche américaine, mais il y a aussi des effets contre-productifs et pervers, et le dollar peut perdre une partie de son rôle s'il ne trouve pas des substituts. Il a actuellement ce privilège de permettre un financement d'un pays qui vit à crédit. Il est en déficit permanent et beaucoup plus important que celui de la France, aussi bien budgétaire que commercial, mais il peut payer moins cher qu'il ne le devrait, rémunérer moins cher qu'il ne devrait sa dette. Au passage, rémunération, c'est un point qu'on n'a pas évoqué. Les stablecoins ne sont pas rémunérés. Si un jour ils le devenaient, ça pourrait un peu changer la donne, peut-être. Et au passage, s'ils ne sont pas rémunérés, ça veut dire que qui empoche la différence? Les émetteurs de stablecoins, c'est-à-dire le secteur privé. Marianne de Marchy, Oui. pareillement une conclusion ou un commentaire. Oui, non, plus en fait... Plus près du micro, s'il vous plaît. Oui, une sorte de conclusion. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que dans un système, en fait, dans un écosystème financier qui effectivement est en train de profondément se transformer, notamment avec les nouvelles technologies, notamment par les enjeux géopolitiques et autres facteurs, pour une organisation internationale comme SWIFT, qui est une sorte de bien public international. C'est-à-dire que nous, on a une gouvernance qui est complètement mondiale. On est un système complètement international et qui essayons de continuer à soutenir la croissance économique, puisqu'on est là un peu le système nerveux des échanges économiques et du commerce international. Pour nous, il est important de garder ces deux fonctions-là, c'est-à-dire à la fois d'être toujours dans une coopérative, une notion de bien partagé et d'avoir une gouvernance mondiale qu'on ne pourrait probablement pas recréer aujourd'hui si on devait recréer notre système. Et également donc de faire en sorte que ce système existant puisse prospérer et se développer et innover, et puis d'embrasser, au sens anglais du terme même, les nouvelles technologies, que ce soit l'intelligence artificielle ou la technologie de numérisation par la blockchain de l'économie. Donc c'est ce qu'on veut faire. Agnès Benassi-Kéré, rapidement aussi. Oui, alors je voulais dire que dans le monde, la plupart des pays ont des projets de monnaie numérique de banque centrale. Et donc les États-Unis sont une exception. C'est-à-dire qu'ils ont choisi une voie différente, ils ont interdit à la Réserve fédérale de travailler sur monnaie numérique de banque centrale, aussi bien de gros que de détail. Et ils sont plutôt à l'aise avec l'idée de privatiser la monnaie. En fait, c'est ça, privatiser la monnaie, et d'ailleurs le seigneuriage qui va avec. Les recettes donc, de seigneuriage qui vont avec. Le jeu, comme je disais tout à l'heure, on ne sait pas encore quel modèle va dominer, mais enfin, c'est un risque qui est pris du côté des États-Unis. Et je pense que pour l'Europe, c'est vraiment une opportunité. On a été secoués, on se rend compte de notre dépendance à les infrastructures états-uniennes, aussi bien pour les marchés financiers, les grandes institutions bancaires américaines qui prennent de plus en plus de poids sur notre marché, évidemment, dans le domaine du paiement de détail, notre dépendance à Visa, Mastercard et même PayPal, etc. C'est jamais des Européens. Donc on a une opportunité là de récupérer la souveraineté sur le domaine des paiements. Et il y a aussi un objectif qui est de contribuer à l'intégration des marchés financiers européens grâce à cette jetonisation. Ce n'est pas le seul élément, mais ça va contribuer, puisque ça permet de réduire les coûts de transaction, ça va permettre de réduire les coûts pour les émetteurs, pour les investisseurs. Et donc c'est une vraie opportunité technologique pour les Européens qu'il ne faut pas rater, mais en tout cas, l'Eurosystème a bien ça en ligne de mire. On espère que le Parlement européen
sera rapide dans ses décisions. Isabelle Matteo-Silago, une dépendance de plus à laquelle il faut remédier. On a la défense, le secteur pharmaceutique, mais aussi des questions qui se posent là dans la finance, et les Européens sont en train d'avancer rapidement. En tout cas, c'est ce que nous disait Agnès Benassi-Kéré. Oui, absolument. Je suis très heureuse d'entendre ce message d'Agnès, parce qu'effectivement, c'est une opportunité pour l'Europe et une opportunité aussi d'accélérer cette unification des marchés de capitaux d'une manière un petit peu différente peut-être que ce qu'on avait en tête préalablement. Et l'autre point que je retiens de ce qu'a dit Agnès, qui me paraît aussi extrêmement important, les États-Unis ont choisi un modèle qui a les stablecoins au centre, enfin en gros pour être la monnaie de ce futur système financier jetonnisé. Ça ne veut pas dire que l'Europe doit faire la même chose. On a un système qui aura une monnaie numérique de banque centrale, même deux, une de détail et une de gros. On a un système qui repose beaucoup plus sur les banques. C'est adopter un système qui pourrait aboutir à fragiliser les banques et notamment le volume de dépôts qui sont dans les banques et qui leur permettent de créer du crédit. Ça pourrait être très contre-productif pour l'économie européenne. Donc innover, oui, mais le faire à notre manière et en fonction de notre besoin sans nécessairement copier ce que font les États-Unis. Eh bien, merci à tous. Je vous lis un dernier commentaire. Je vous remercie, c'était très intéressant. Voilà. Ça nous rassure. Merci à tous nos intervenants pour cette discussion effectivement passionnante et sur un sujet stratégique. Je rappelle qu'il y a donc 2 autres panels qui sont aussi à retrouver sur la chaîne YouTube des Journées de l'économie. Cryptoactifs, la monnaie du futur et comment Trump dérègle concurrence et finance.